Nos lecteurs ont pu la découvrir hier. C'est une enquête qui est titrée « Les exactions impunies de l'opération Sangaris ». L'opération Sangaris, c'est l'intervention de l'armée française en Centrafrique, intervention qui s'est poursuivie jusqu'en octobre 2016. Et nos lecteurs ont pu découvrir cette très longue enquête dans un format un peu particulier. Vous le connaissez peut-être désormais puisqu'on en a déjà publié plusieurs sur Mediapart. C'est un format qui s'appelle panoramique et qui nous permet une mise en scène avec beaucoup de visuels. En l'occurrence, pour cette enquête, il s'agit de dessins et des textes très longs et très documentés. Alors, cette enquête que nous publions s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle Zero Impunity ou Impunité Zéro. Et il s'agit par cette opération de d'abord documenter, puis de se battre contre l'impunité dont bénéficient les auteurs de crimes et de violences sexuelles dans les zones de guerre. Alors, dans un premier temps, on va parler de l'opération Sangaris. Et pour cela, je vous présente les deux journalistes auteurs de l'enquête, Justine Brabant, bonsoir, et Leïla Minano. Donc, vous êtes toutes les deux les rédactrices de cette enquête. Vous allez nous expliquer comment vous avez travaillé. Et puis, je vous présente également les deux initiateurs de l'opération Impunité Zéro. Il s'agit de Nicolas Bliss, bonsoir, et de Stéphane Hubert Bliss, donc, qui depuis des mois, vous allez nous expliquer tout ça, travaillait sur ce projet. Un projet qui consiste en fait en 6 grandes enquêtes et qui va être relayé par bien d'autres choses. Vous trouverez les enquêtes sur Mediapart, parce que nous avons monté un partenariat et nous l'avons fait également avec des journaux européens et des journaux du Maghreb. Par exemple, un site avec lequel on travaille beaucoup au Maroc qui s'appelle Le Desk, et un site avec lequel on travaille beaucoup en Tunisie qui s'appelle Inkifada. Mais avant cela, Justine Brabant et Leïla Minano, je voulais qu'on revienne sur cette enquête, sur ce qu'il faut bien appeler les exactions, puisqu'il s'agit de violences, d'agressions, parfois de viols, commis par des soldats de l'armée française en Centrafrique. Et je dirais que l'actualité accompagne cette enquête, puisque hier, une dépêche de l'agence France Presse faisait un peu le point sur les enquêtes judiciaires en cours. Vous nous le rappellerez, mais il y a 3 enquêtes qui ont été ouvertes sur ces faits présumés. Et dans une de ces enquêtes, les juges ont conclu fin décembre, ont d'abord terminé leurs investigations sur les accusations de viol sur des mineurs qui avaient été portées à partir de 2014, mais les investigations sont terminées et l'enquête n'a débouché, nous dit l'agence France Presse, sur aucune mise en examen. Il y a 2 autres enquêtes, l'une qui a été classée sans suite en novembre dernier et l'autre qui est toujours en cours. Vous êtes surpris par ou ce classement sans suite ou l'absence à ce jour de toute mise en examen, Leïla? En fait, pas tellement, mais déjà, il est très difficile de savoir de quelle affaire il s'agit. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à savoir laquelle était classée sans suite, laquelle était toujours en cours et laquelle était toujours sur laquelle il n'y avait pas de mise en examen. Pour l'instant, c'est extrêmement difficile de savoir de quel dossier il s'agit. De quel dossier, de quelles accusations? Exactement, puisqu'il y en a beaucoup. Il y a comme les lecteurs ont pu le découvrir sur le site internet, il y a les accusations qui visent les enfants du camp Mpoko. Il y a d'autres. Le camp Mpoko, c'est le camp militaire français à Bangui. Hein. C'est le camp de déplacés qui jouxte le camp militaire. Exactement. Pardon. Il y a plusieurs affaires. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà un miracle que ces affaires soient arrivées à ce stade-là du processus judiciaire. Ce qu'on peut observer, c'est que c'est extrêmement difficile pour les personnes qui ont été victimes en Centrafrique d'arriver jusqu'aux tribunaux en France. Et maintenant, est-ce qu'on est surpris? C'est très souvent ce qui se passe en fait dans le cadre des exactions de l'armée française en opération extérieure. En général, on arrive très très souvent vers des non-lieux, vers des classements sans suite. D'accord. Alors, vous avez travaillé depuis plusieurs années sur l'armée française, puisque vous aviez publié avec une autre journaliste, Julia Pasquale, de mémoire, vous aviez publié il y a 2-3 ans un livre sur les violences sexuelles à l'intérieur même de l'armée française.
et qui visait principalement les femmes enrôlées, les femmes militaires. Est-ce que c'est difficile de travailler sur ces affaires? Et ce qu'on lit quand même en filigrane de toute votre enquête, c'est qu'on est encore aujourd'hui dans la caricature de ce qu'on appelle la Grande Muette. Ah, je pense qu'effectivement, et puis ça c'est encore, ils ont la Grande Muette et le ministère de la Défense, c'est encore distingué par son silence pendant les mois d'enquête, les semaines. On a eu une réponse le lendemain de Noël de leur part, une réponse assez évasive, il faut le dire. C'est pas facile de travailler sur l'armée française aujourd'hui. Ils ont une politique de communication zéro. On est obligé d'employer des moyens détournés, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup des rendez-vous avec des anciens militaires, etc. C'est très difficile aujourd'hui de travailler sur l'armée française, que ce soit sur les femmes militaires victimes d'agression ou que ce soit sur le cadre de l'opération extérieure. Alors, je peux en témoigner parce que ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on relie et qu'on recheck ensemble cette enquête. Et j'ai vu que vous aviez envoyé des questionnaires très détaillés au ministère de la Défense. Et en gros, il n'y a aucune réponse, sauf de vagues phrases sibyllines, quoi. Ah, c'est très vague, on ne répond jamais précisément. Après, ils ont fait un peu un écart cette fois-ci en disant qu'ils avaient mené des enquêtes internes et que des faits avaient été avérés. Donc ça, c'était quand même une première surprise de la part de dire qu'il y avait eu des enquêtes internes sur des exactions commises en RCA. Je pense que ça va être une première nouvelle pour la justice française qui n'est pas du tout au courant de ça. Mais donc, ils ont un peu concédé ça. Mais sinon, globalement, le mail est relativement évasif. Et puis, le lendemain de Noël, alors que ça fait 3 mois qu'on essaye d'avoir un semblant de réponse de leur part. Alors, Justine, vous êtes allée en Centrafrique, vous avez travaillé à Bangui, vous avez travaillé dans d'autres villes pour recueillir des témoignages, pour interroger des enquêteurs centrafricains. Vous avez vu le doyen des juges d'instruction, entre autres. Vous avez vu des enquêteurs de l'ONU. Racontez-nous le début de l'opération Sangaris et justement la création d'un camp de dizaines de milliers de réfugiés en bordure du camp militaire. Comment tout ça s'articule ? Effectivement, pour comprendre le contexte de ces exactions possibles, il faut vraiment rappeler ce que c'était la particularité de l'opération Sangaris. C'est une opération qui est lancée à la fin de l'année 2013, qui est constituée en appui à des forces africaines qui interviennent déjà dans ce conflit qui est bien avancé. Et donc, c'est une force d'interposition. François Hollande la présente comme une force d'interposition qui permettra d'une part de stabiliser un peu la situation entre, d'un côté, cette coalition rebelle qui s'appelait la Seleka, qui avait pris Bangui, et puis de l'autre côté, ces petits groupes locaux qu'on appelle les groupes anti-Balaka, qui avaient décidé de défendre les populations, de s'ériger en protecteurs des populations chrétiennes face aux rebelles de la Seleka, qui étaient eux à majorité musulmane. C'est un conflit, tous les humanitaires en témoignent, qui a été d'une extrême brutalité. On parle notamment des blessures par arme blanche qui étaient très spectaculaires, qui étaient terribles. Et les Français sont attendus dans ce cadre-là avec beaucoup de force par les civils qui ont l'impression qu'ils vont les sauver. Et c'est pour ça qu'ils arrivent par dizaines de milliers, puis jusqu'à 100 000, ces civils centrafricains, à se masser près du camp militaire français, de la principale base militaire française à Bangui, qui s'appelle le camp de Mpoko. Le camp qui est lui-même en bordure de l'aéroport de Bangui. Voilà. Donc il y a le camp militaire et à côté il y a un vastissime camp de réfugiés à un moment de 100 000 personnes. Vous avez les Français qui sont là depuis un certain temps, qui occupent d'anciens bâtiments. C'est là où la force Sangaris met son quartier général. Et en fait, vous avez des dizaines de milliers, puis une centaine de milliers de Centrafricains qui viennent là précisément parce qu'ils ont l'impression que les Français vont pouvoir les protéger. Ils s'installent littéralement entre deux pistes de l'aéroport. Encore aujourd'hui, quand vous êtes arrivé à Bangui, vous apercevez ces bâches siglées du HCR qui sont l'endroit où les réfugiés sont venus se déplacer. Et ce qui est remarquable et en même temps tragique, c'est que ce lieu qui aurait pu être le lieu symbolique de la France est venue, la France a protégé, qui était littéralement les mots de François Hollande au lancement de l'opération, est devenu le lieu où on a vu arriver une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq témoignages d'enfants mineurs qui ont témoigné d'une configuration particulière qui était des fellations exigées par des militaires français contre des rations de nourriture. C'est ça dont témoignent dans un premier temps 6 enfants mineurs. C'est recueilli par les militaires français s'installent en décembre 2013. En août 2014, vous avez mis la main sur le rapport, il y a de premières alertes qui arrivent à l'inspection générale des armées sur le thème « Attention, attention ». Ce camp est en gros une pétaudière et très mal géré.
il y a une prostitution, des trafics dans tous les sens. Oui. Et donc, le sous-texte, c'est attention, il y a des possibilités de violence, d'agression et de viol à tout moment. Oui, on a été frappé. Ça, en août 2014. Tout à fait, Effectivement, ouais. ça s'appelle des comptes rendus sur la protection de la force. Ce sont des rapports qui sont rédigés par des militaires français, des sous-officiers et des officiers, qui sont destinés à un général, dont on a le nom par ailleurs. À l'inspection générale Un des général, armées. mais un général au sein de l'inspection générale des armées. Et effectivement, quand on est tombé sur ces documents, ils nous sont un peu tombés des mains, puisque on peut y lire en des termes extrêmement clairs le fait que les militaires s'inquiètent et le signalent à leur hiérarchie dès août 2014 de problèmes liés à la prostitution. Ils demandent à leur hiérarchie de faire des formations concernant, et de la sensibilisation concernant la présence forte de prostitution, et ils évoquent un réseau de prostitution qui s'infiltre dans la nuit au niveau du camp de réfugiés, très proche du camp de déplacés. Et ils expliquent que ce camp militaire français est devenu un véritable grouillard où en fait les gens vont et viennent. Enfin, on est très loin de l'image que voudrait bien nous donner l'armée Et française d'une puis, situation maîtrisée. moins d'un an plus tard, nouveau rapport, cette fois des inspecteurs de l'ONU, un rapport publié par le Guardian, et qui là fait explicitement état d'agression sexuelle et de viol. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on a appelé les Sangaris Notes, qui ont été rédigées par Galiane Paléré, qui était une lanceuse d'alerte au sein des Nations Unies. Qui avait recueilli en fait les propos de plusieurs enfants qui vivaient dans le camp Mpoko. Donc c'était et avait porté ce rapport au plus haut de la hiérarchie D'accord. de l'ONU. Donc, ce que vous avez fait, vous, Justine, en allant en Centrafrique, c'est que vous avez retrouvé des témoins et des victimes. Alors effectivement, on a donc d'une part, on a retrouvé des témoins et des victimes. On a retrouvé deux cas principaux. L'un, c'est un récit d'une jeune femme qui habite à Bangui qui relèverait pénalement du viol en réunion par des militaires français. Ouais. Et l'autre, c'est un cas un peu plus particulier, mais qui nous a paru intéressant. C'est le cas d'une jeune femme qui, elle, habite à 180 km de Bangui et qui, en fait, décrit une relation avec un militaire français, relation pour laquelle elle estime qu'elle était consentante, sauf qu'elle était mineure au moment des faits. Et donc ça, en droit français, ça s'appelle une atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne abusant de son autorité. On sait que la justice française... On peut considérer qu'il y a abus d'autorité. Ouais. Bon, à l'endroit où elle vit, les militaires français, comme ailleurs en Centrafrique, sont venus pour normalement protéger les civils. Elle est dans une situation d'extrême précarité, elle gagne sa vie en vendant des tomates aux soldats français qui passent par là, elle est dans une relation de complète vulnérabilité par rapport à ces gens qui arrivent. Et aujourd'hui, plus ou moins, des gens proches du dossier, mais plutôt proches du côté français et de la défense, essaient de vous expliquer que bon, voilà, c'était une sorte d'histoire un petit peu d'amour qui se serait nouée là-bas, sauf que moi, je suis allée sur place. Et cette histoire d'amour, j'aimerais bien qu'on m'explique comment elle a pu se dérouler, sachant que cette jeune femme ne parle pas français, sachant qu'elle est à moitié sourde des suites d'une méningite, sachant qu'elle a vu 2 fois la personne avec qui elle a eu des relations sexuelles, qu'elle connaît tout juste son prénom, qu'elle n'a eu plus aucun contact avec lui par ailleurs parce qu'il est parti du jour au lendemain sans lui donner de nouvelles. Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de raconter aussi. Et elle a un enfant de cette liaison. Et c'est ça, et la chose intéressante dans cette histoire, puisque aujourd'hui le ministère de la Défense essaye aussi de pousser un peu l'idée que les témoignages des mineurs sont délicats à manier, que parfois ils pourraient être manipulés. Là, en l'occurrence, il y a un enfant qui est né de cette liaison. C'est un enfant métis, le voisinage l'appelle le français. Je pense que il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Pour lequel il n'y a pas eu de test ADN. Alors jamais, voilà, c'est ce que je voulais vous demander, Léa, parce que alors là, il y a des éléments d'enquête qui devraient être conduits. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a un cas qui est signalé, il y a cette femme, il y a cet enfant. Il y a cette plainte qui est sur le bureau du procureur et aujourd'hui encore, aucun test ADN n'a été pratiqué sur l'enfant. La maman comme la grand-mère sont prêts à mettre à disposition, je ne sais pas si on dit ça, mais l'enfant pour qu'on puisse pratiquer le test ADN et c'est toujours pas fait. Et vous expliquez même dans votre enquête que l'hélicoptère qui va amener les enquêteurs donc à 150 km de Bangui, pour avoir un hélicoptère, les enquêteurs doivent attendre un peu plus de 5 mois. Exactement. En fait, c'est l'argument qui est avancé par la justice, qu'on leur pose la question, mais alors pourquoi vous n'avez pas tout de suite envoyé la prévôtale, la gendarmerie qui est en charge des enquêtes sur les militaires, faire le test ADN? Et on nous répond, c'est parce que l'armée française n'a pas voulu mettre à disposition un hélicoptère pour aller jusqu'à Boda. Par ailleurs, Boda est accessible par la route sans danger majeur. Mais en tout cas, l'armée française qui, soi-disant, collabore avec l'autorité judiciaire, en tout cas c'est l'argument qu'ils avancent, refuse de mettre les moyens à disposition de la justice quand potentiellement il y a une preuve matérielle.
qui est potentiellement peut-être la seule preuve matérielle qu'on aura avec l'existence de vidéos pédopornographiques, ben, elle n'est pas exploitée. Par contre, les dossiers sont classés sans suite. Alors, il faut juste dire, puisque cette enquête s'inscrit dans l'opération Zero Impunity, qu'on est en même temps dans un type d'enquête judiciaire un peu particulier. Si vous pouvez nous résumer ça. Tout à fait. C'est à la fois normal et anormal, en quelque sorte. Quand on enquête sur l'armée française, c'est ce qu'on appelle la gendarmerie prévôtale qui enquête. Donc ce sont des militaires, c'est la gendarmerie. C'est un statut très particulier. Donc ces militaires, ces gendarmes vivent avec les forces, sont théoriquement sous l'autorité du judiciaire, donc du procureur. Alors ils sont sous l'autorité du parquet de Paris. Hein. Mais il y a quand même un mélange des genres qui est dénoncé par beaucoup de gens depuis des années sur le fait qu'effectivement ce soit cette force qui vit au quotidien en fait, avec les forces qui est au quotidien sous l'autorité, en tout cas pratique, de son officier, de son général, etc., qui enquête sur des gens avec lesquels il collabore au quotidien. Donc, encore une fois, c'est ce qui s'est passé en RCA et ce qui continuera à se passer pour les prochaines enquêtes, puisque sans doute il y en aura d'autres. Et qui, effectivement, sont complètement dépendants au niveau des moyens des personnes sur lesquelles ils sont censés enquêter. C'est pour ça que cette histoire des Baudal est symptomatique. On a des militaires qui doivent enquêter sur des militaires avec les moyens des militaires. On comprend bien que l'armée française, si elle veut dire aucun hélicoptère n'est disponible pour aller potentiellement prouver qu'un militaire français a violé un enfant, elle pourra toujours trouver un argument opérationnel pour dire qu'il y a d'autres urgences. D'accord. Alors, l'enquête est à lire sur Mediapart, également dans d'autres titres et sur d'autres sites européens. Nicolas Bliss, comment vous est venue cette idée et pourquoi vous avez choisi de commencer par la Centrafrique ? Alors, cette idée, on l'a eue il y a à peu près 1 an et demi. C'est notre associé, co-auteur du projet, qui est Marion, qui n'est pas là ce soir, qui en fait était très intéressé par déjà cette thématique, sur les violences sexuelles, mais spécifiquement en zone de conflit. Et donc, elle nous a fait découvrir cette thématique. On a commencé à découvrir tous les enjeux qu'il y avait derrière ce sujet. Et lors d'un voyage qu'elle a fait au Rwanda, elle a eu l'occasion de discuter en fait, avec une survivante du génocide, une victime de violences sexuelles. Et elle lui avait dit quelque chose qui nous a beaucoup marqué, qui était, si je vous parle aujourd'hui, c'est finalement parce que je sais que ma parole va être entendue et qu'elle sera ensuite relayée par d'autres femmes dans le monde. Et en fait, cette phrase-là nous a beaucoup touchés et c'est vraiment déclencheur pour nous. On s'est dit, on a envie de travailler sur le sujet, mais on n'a pas envie de le faire d'une manière traditionnelle. On a envie de le construire de sorte à la fois éveiller les consciences, dans un premier temps, de faire de l'investigation et ensuite de se donner une arme et un mouvement citoyen, de créer un mouvement citoyen derrière. Alors Stéphane, c'est ça qui est original dans cette opération, c'est que il y a d'abord un vrai travail d'enquête journalistique, comment documenter ces crimes. Et puis derrière, il y a, c'est une fusée à plusieurs étages en quelque sorte, il y a une mobilisation citoyenne, vous avez d'autres projets derrière. Expliquez-nous le... Alors, le projet effectivement est très vaste. Nous, l'idée c'était à la base Nous à la base, on est des documentaristes, on produit des documentaires, on les réalise. Et il nous a toujours manqué quelque chose... pour promouvoir ce discours-là, c'était, en quelque sorte, c'était une force de frappe, justement, pour ce discours-là. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place, justement, sur le projet Zero Impunity, pour permettre, justement, à des auteurs ou des journalistes comme Leïla et Justine, mais également les 9 autres journalistes, de permettre leur discours d'être entendus et surtout d'arriver à quelque chose de concret à la fin, d'avoir un réel acte citoyen, en fait, et pas juste rester... là, presque lettre morte, parfois, parce que c'est ce qui arrive souvent, notamment sur ces thématiques-là. Alors l'acte citoyen, ça va être quoi ? L'acte citoyen, justement, donc nous, à la base, effectivement, il y a ces enquêtes qui sont la base du projet, et ensuite on a une mobilisation qui va être engendrée par des pétitions qu'on est en train de promouvoir. Il y aura 4 pétitions sur 4 enquêtes, 4 des 6 enquêtes, et cette mobilisation ensuite va être visualisée par une manifestation d'ordre virtuel. Donc en fait, chacun des participants... Alors là, c'est ce qu'on voit à l'écran. Hein, c'est exactement ça. Si j'ai bien compris, c'est qu'on va s'inscrire sur le site internet et on devient manifestant. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça. On a 4 pétitions. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel pour aller signer la pétition qu'il y a à l'enquête française. On a déjà en l'espace de 24 heures, on a déjà 6 000 inscrits. Donc c'est assez violent. Et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dès que vous signez votre pétition, nous, on va générer derrière un avatar qui va... vous représenter en tout cas, qui va être représenté dans cette marche virtuelle.
L'idée de cette marche virtuelle, c'est pas de remplacer une marche traditionnelle. C'est un outil digital, c'est un outil de viralisation et c'est un outil de data visualisation. C'est-à-dire qu'on va scénariser cette marche virtuelle, donc plus il y a de signatures, plus ils sont nombreux, et puis on va intégrer des messages en temps réel dans cette marche virtuelle sur lesquels on pourra cliquer, on pourra alerter sur Twitter, sur Facebook, et en fait développer tout cet aspect digital. Et le prolongement ensuite de cette première démarche digitale, c'est d'aller sur le terrain. Et donc, on est en train de mettre en place une forme de guérilla urbaine sur laquelle, en fait, on va faire des projections sur façade et sur des lieux stratégiques pour continuer à mobiliser et pour ramener finalement... Matérialiser. Pour matérialiser tout ça sur le terrain et pour aller chercher vraiment l'audience là où elle vit au quotidien. Et pas uniquement derrière Facebook. Et l'objectif final, justement, de cet acte citoyen, c'est précisément de répondre concrètement aux pétitions et aux questions qu'on pose dans ces pétitions, justement. Et a priori, on ne va pas lâcher, justement, ces pétitions jusqu'à résolution ou en tout cas réponse. Voilà, c'est l'objectif. Et enfin, Oui. dernier étage de la fusée, on a le film. Donc c'est un film d'animation documentaire. On va reprendre les principaux témoignages des différentes investigations, des différentes enquêtes. Le film s'appelle Aussi rare que des roses sur un iceberg. Vous avez compris qu'on parle de la justice. Et donc voilà, ce sera un film qu'on va sortir début septembre. D'accord. Et voilà. Alors, les 6 enquêtes, la première, c'est sur l'armée française. La seconde, on va la publier aux alentours du 15 janvier. Et elle est particulièrement intéressante parce qu'elle montre comment la CIA est utilisée dans ses prisons secrètes, pas seulement, du reste également à Guantanamo. Ce qu'on a vu, vous vous souvenez tous des photos d'Abu Ghraib, c'est-à-dire de violences sexuelles, d'agressions, de mise en scène, de viols, voire de viols évidemment commis. Abu Ghraib, c'était pas des pommes pourries, comme l'avait dit Donald Rumsfeld, c'était l'aboutissement de méthodes d'interrogatoire, et c'est une enquête qui est absolument passionnante. Et puis ensuite, vous avez traité la Syrie, l'Ukraine et 2 institutions, c'est-à-dire l'ONU. Pourquoi l'ONU n'arrive jamais à régler ses affaires, si j'ai bien compris, et la Cour pénale internationale, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. C'était important pour nous de construire une sorte de collection, c'est-à-dire que l'idée de toutes ces enquêtes, elles forment un tout. On est sur un cycle global. Pour comprendre l'impunité sur tous ces aspects, je veux dire, du niveau de l'enquêteur jusqu'au sommet des institutions ou des États. Parce que finalement, ils sont tous liés à un moment donné. Et c'est ce qu'on a voulu, avec toute l'équipe, démontrer dans cette collection. Processus d'impunité qui est généré à tous les étages. Et le fait justement de parler de ces 6 contextes en même temps, ça nous permet de dévoiler cette impunité globale qui est générée. Et ça explique souvent après des éléments de chacune des enquêtes, justement. C'est ça qui est Et intéressant. à terme, ou dans les semaines qui viennent, cette mobilisation, vous souhaiteriez qu'elle soit reprise, par exemple, je pense, par les ONG, par les grandes associations humanitaires, par, est-ce que l'ONU, est-ce que d'autres... Toute personne qui... Il faut aller taper aux portes, quoi. Il faut aller taper aux portes. Et puis, finalement, toute aide est bonne à prendre. Il faut qu'il y ait la volonté. C'est ce qu'aussi les investigations montrent. C'est une question de volonté. Il faut savoir aussi que l'algorithme qu'on a mis en place pour cette manifestation, pour la générer, sera proposé en open source pour que chacun puisse précisément se la réapproprier et générer sa propre manifestation sur un sujet qui le touche personnellement. Cette enquête sur l'armée française, Justine, ça vous a pris combien de temps ? Alors on a travaillé à temps complet, un peu plus de 2 mois. Après, c'est beaucoup de documentation en amont. L'avantage, c'est qu'on a pu allier aussi nos compétences. Là, connaît très bien les problématiques liées à l'armée française. Moi, j'ai un peu plus une connaissance des terrains au niveau de l'Afrique centrale. Donc, il y a beaucoup de documentation en amont, mais sinon, c'est à peu près 2 mois à temps complet. Et puis, les petits bonus qui sont liés à la continuation de l'échange. Mais après, on sait la difficulté de convaincre les victimes de parler. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Est-ce qu'en Centrafrique, vous aviez des pistes particulières, Alors, il y a un des 2 cas dont on traite le plus qu'on a retrouvé en fait via la justice française, puisque c'était un des cas qui était parvenu jusqu'aux mains de la justice française, et ça nous intéressait d'enquêter sur l'enquête. Donc, on a pris ce dossier tel qu'il est arrivé en quelque sorte sur le bureau du procureur, et puis on a regardé qui avait été interrogé, etc. Et on allait demander aux gens comment avaient procédé les enquêteurs français, ce qu'ils leur avaient demandé, pour comprendre comment travaillait notre justice concrètement sur le terrain. Donc on l'a retrouvé de cette manière-là. Et puis il y a un autre cas où là c'était plus ou moins, disons, par le circuit des ONG, parce que c'était une personne qui a été prise en charge de manière sanitaire assez tôt quand même. D'accord, merci et bravo.